Les politiques de régulation des marchés fonciers partent du constat que les marchés fonciers sont trop spécifiques pour que on puisse se contenter d'une autorégulation de ces marchés. Mais une fois cela dit, il faut voir que ces interventions sur les marchés fonciers peuvent relever de visions très différentes de la manière dont fonctionnent ces marchés et les enjeux qui leur sont associés. On peut schématiquement distinguer deux grandes visions. La première vision, qui est plus économique, part du marché foncier et du potentiel que représentent ces marchés fonciers, que ce soit pour permettre à certaines catégories d'accéder à la terre. Alors selon les cas, ça peut être des catégories très différentes. On peut envisager les jeunes, les femmes ou encore les agro-industriels. Mais voilà, le marché foncier est envisagé comme un potentiel pour que ces catégories accèdent à la terre, comme un potentiel pour que la terre passe aux mains de producteurs porteurs de modernisation pour l'agriculture, d'une plus grande efficience, etc. Donc dans cette vision du monde et des marchés fonciers, les politiques, elles sont envisagées plutôt comme ayant pour objectif de promouvoir ces marchés et éventuellement de les accompagner pour s'assurer que ces potentiels se manifestent bel et bien. Une deuxième vision des marchés fonciers les envisage surtout sous l'angle des risques qu'ils peuvent faire peser à certaines catégories de la population. Les communautés coutumières, les petits agriculteurs familiaux, les bénéficiaires des réformes agraires, les petits métayers, etc. Et là, le rôle des politiques publiques est alors d'essayer de protéger ces catégories des effets néfastes des marchés fonciers. Alors ces deux visions peuvent sembler difficilement compatibles, mais nous verrons que c'est important de pouvoir envisager que les enjeux auxquels elles renvoient peuvent tout à fait cohabiter, coexister dans un contexte donné. Donc, si les politiques partent d'une vision des marchés fonciers comme mécanisme potentiel de réallocation de la terre vers des producteurs plus efficients ou des catégories de population considérées comme prioritaires, le principal mécanisme va être de promouvoir ces marchés fonciers, essentiellement via leur légalisation, et éventuellement assorti de mécanismes d'accompagnement de cette légalisation des marchés. Donc en général, la légalisation des marchés fonciers, elle s'inscrit en complément d'autres politiques visant à l'individualisation et à la formalisation des droits fonciers. Et en termes d'accompagnement des marchés fonciers en tant que tels, on peut observer des dispositifs visant à faciliter l'accès aux marchés fonciers pour différentes catégories de population, que ce soit du côté de l'offre, donc faciliter l'offre de terres sur les marchés, par exemple via des incitations fiscales pour les propriétaires fonciers qui mettraient en vente leurs terres, faciliter l'accès aux marchés fonciers via la demande, par exemple via des formules de crédit foncier pour accéder à la terre par achat, ou faciliter la mise en relation entre l'offre et la demande, par exemple via des dispositifs de diffusion de l'information sur l'offre et sur la demande de terre. Donc à l'inverse, si les politiques de régulation des marchés s'inscrivent dans une vision des marchés comme menace, elles vont plutôt avoir comme orientation de restreindre les opérations de marché foncier. Donc dans le cas extrême, on peut déclarer les marchés fonciers comme illégaux. Tout ou partie. Ça peut être que les marchés achat-vente, que le marché à faire valoir indirect ou l'ensemble des deux marchés. On peut également envisager des mécanismes de restriction des opérations de marché foncier. On peut restreindre à qui la terre peut être vendue ou cédée en faire valoir indirect. Par exemple, on va restreindre et on va interdire la prise de terre par les étrangers. On peut fixer des mécanismes de validation des opérations de cession de terre, que ce soit via la vente ou le faire valoir indirect, validation par la famille par exemple, validation par les autorités coutumières, validation par des autorités administratives. On peut envisager de fixer des prix planchers
ou à l'inverse des prix plafonds. Il y a toute une série de possibilités pour restreindre les opérations de marché foncier. Et enfin, nous souhaitons mettre l'accent sur une troisième dimension qui est souvent négligée dans les politiques de régulation des marchés fonciers, qui est la dimension de la sécurisation des transactions foncières, que ce soit du point de vue des cédants ou du point de vue des preneurs, que ce soit dans le marché achat-vente ou dans le marché en faire-valoir indirect, comme nous l'avons vu dans la partie précédente. Et en particulier dans le cas du marché achat-vente et dans les contextes où existent déjà des documents de propriété foncière, qu'il s'agisse de titres fonciers ou de certificats fonciers, il nous semble essentiel de mettre en place des procédures de mutation qui permettent de modifier le nom et d'inscrire les documents fonciers au nom des nouveaux acquéreurs. Alors tout d'abord, d'une manière générale, toute politique publique doit être évaluée à l'aune de ses objectifs affichés. Mais il faut également être attentif aux angles morts, aux effets inattendus, voire aux effets pervers. Donc là, en fonction de la vision du monde qui est mise en avant par les politiques, on voit que les angles morts peuvent être, et les effets pervers potentiels peuvent être très très différents. Et d'une manière générale, ce qu'on constate dans les pays du Sud, c'est que la majorité des politiques publiques qui visent à encadrer, réguler, promouvoir, restreindre selon les cas les marchés fonciers, restent lettre morte ou s'accompagnent de nombreux effets pervers. Alors c'est à mettre en lien avec un phénomène plus général de déconnexion entre la sphère des politiques publiques, la sphère administrative, et le caractère souvent très informel des transactions foncières dans les pays du Sud. Mais il y a aussi d'autres raisons. Il peut y avoir des raisons liées au fait que le diagnostic sur lequel se fonde la politique de régulation des marchés fonciers, ce diagnostic est erroné. Et là, ce qu'on espère, c'est qu'avec tous les outils et les repères qu'on vous a fournis dans ce MOOC, vous serez capable, vous, de détecter où sont les erreurs commises dans ces diagnostics. Parfois, le diagnostic n'est pas erroné, mais les procédures mises en place sont irréalistes. Entre autres raisons, parce que ces politiques ne sont pas dotées de moyens suffisants, que ce soit des moyens humains ou matériels, logistiques, administratifs, pour être mises en place dans de bonnes conditions. Parfois, c'est un mélange, une combinaison de ces différents facteurs. On peut donner des exemples d'effets pervers de ces politiques de régulation des marchés fonciers. Par exemple, dans une politique visant à ouvrir les marchés fonciers, mais qui n'est pas assortie d'une procédure claire, accessible, de mutation des documents fonciers au bénéfice des acheteurs, on peut se retrouver avec un effet pervers qui consiste à régénérer de l'informalité liée au fait que les documents fonciers ne sont plus à jour. A l'inverse, dans des politiques qui visent à protéger certaines catégories considérées comme vulnérables, une interdiction, par exemple, de vente de terres, si elle intervient dans des contextes où les ventes de terres correspondent à des ventes de détresse et donc à des mécanismes d'assurance pour les petits propriétaires fonciers, interdire ces ventes de terres ne fait que repousser le problème dans d'autres sphères ou éventuellement mener à des ventes qui vont se nouer dans la sphère de l'illégalité, donc de l'informalité, et éventuellement à des prix bradés, ce qui revient à une double peine pour ces vendeurs que la politique était au contraire censée protéger. Toujours dans le cadre de politiques visant à protéger certaines catégories, en l'occurrence les petits tenanciers, imposer des contrats écrits entre des propriétaires fonciers et des tenanciers peut amener à dissuader certains propriétaires qui sont eux-mêmes dans le domaine de l'informel, qui ne disposent pas forcément de documents de propriété qui attestent de leurs droits de propriété. Ça peut les dissuader de mettre en location ou en métayage leurs terres, et donc priver des petits tenanciers d'une forme d'accès à la terre qui peut être éventuellement essentielle à leur stratégie de moyens d'existence. Un dernier élément qu'on souhaite mettre en avant lorsqu'on évalue les politiques publiques en matière de régulation des marchés fonciers, c'est le rôle souvent essentiel joué par les autorités locales.
Rôle qui peut se décliner de différentes manières. Ça peut être un relais d'information dans les deux sens, de l'administration vers les populations et vice-versa. Ça peut être un relais sur lequel s'appuyer sur le plan opérationnel. Et ça peut aussi jouer le rôle de producteur de dispositifs de régulation au niveau local qui vont se substituer, le cas échéant, aux défaillances des politiques publiques.